en même temps. Alors maintenant, nous allons faire un saut dans le temps avec Jean Garrigue, puisqu'il ne peut pas parler demain, il parle aujourd'hui, mais je pense que c'était aussi un des intérêts de ce colloque, c'était de rassembler des gens qui normalement ne se seraient pas rencontrés, et qui vont permettre aussi de reconstituer la figure de Bérard, mais c'est aussi un puzzle Bérard, et c'était un des intérêts d'avoir avec nous aussi un historien du Sénat, notamment, il se présentera peut-être mieux lui-même que moi, Jean Garrigue, professeur à l'université d'Orléans, et qui va nous parler d'un aspect, je pense, que nous connaissons très peu tous, qui est Victor Bérard, sénateur. Merci. Si vous m'y autorisez, éventuellement, et pour se mettre dans l'ambiance de la tribune parlementaire, je pourrais peut-être essayer, et pour changer un petit peu le mode de conférence, je pourrais essayer de vous parler depuis cette tribune. Je ne sais même pas si il y a vraiment besoin du micro, mais enfin, ça va m'aider quand même. Oui, alors, d'abord, grand merci d'avoir associé à un historien du politique comme moi. J'ose espérer que mes travaux vont un petit peu plus loin que l'étude du Sénat, noble institution au demeurant, mais enfin, j'essaie de faire d'autres choses. Mais il se trouve que il semble que je connais un petit peu l'histoire de la politique de la Troisième République, et j'ignorais totalement que Victor Bérard, j'avais eu pas apparaître son nom, mais j'ignorais totalement qu'il avait été pendant 11 ans sénateur, et qu'il avait joué un rôle qui est loin d'être négligeable au Sénat, et alors qui s'articule parfaitement avec la plupart des exposés qui ont eu lieu ce matin. C'est-à-dire que j'ai retrouvé dans son rôle de sénateur beaucoup de pistes qui ont été dévoilées, que ce soit par son descendant, mais que ce soit par les chercheurs qui ont parlé de lui dans le registre, je dirais, de ses études helléniques. Donc c'est tout à fait intéressant. Alors, Victor Bérard est élu sénateur en janvier 1920. C'est 3 sièges sénatoriaux du département du Jura. Il est élu. La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que Victor Bérard, en 1920, éprouve le besoin d'être élu sénateur ? Ça s'inscrit, me semble-t-il, dans un processus logique de son engagement dreyfusard et de son engagement au centre-gauche de la vie politique française. Et d'ailleurs, il va s'inscrire dans un groupe qui s'appelle la gauche démocratique et radicale, qui est le groupe dominant du Sénat, le groupe de Clémenceau et des autres, et qui est un groupe, je dirais, par son caractère dominant, justement, presque hégémonique, qui rassemble toute une gamme de sensibilité républicaine entre le centre du centre-gauche et la gauche du centre. Enfin, c'est une famille assez composite. Et d'ailleurs, cette fluidité, on la retrouve dans les comportements parlementaires de Victor Bérard. Donc c'est assez logique que dans une dernière phase de sa carrière, et comme un couronnement, il entre dans cette Chambre des notables, qui, il faut le rappeler, sous la Troisième République, mais vous le savez, est une chambre qui a beaucoup de pouvoir, puisqu'elle est placée sur le même plan que la Chambre des députés, si ce n'est en ce qui concerne les lois de finances, mais c'est une chambre qui est très importante, et dont, je le rappelle, les présidents sont presque voués à devenir président de la République. C'est le cas notamment de Gaston Doumergue, qui en 1923 est président du Sénat, au moment où Victor Bérard en est l'un des membres éminents, et va devenir président de la République. C'est donc une chambre qui joue un rôle important, et je dirais plus important que le Sénat de la Ve République, si tant est que les assemblées jouent encore un véritable rôle dans notre système politique. C'est une question qu'on peut se poser. Et ça peut vous paraître paradoxal venant de quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire parlementaire. Pour revenir à Victor Bérard, il semblerait, c'est ce que disent les dictionnaires parlementaires, enfin de l'époque, qu'il ait été appelé par les électeurs de Morez, du Jura, et semble-t-il, on peut comprendre là aussi qu'ils aient eu besoin d'une personnalité de prestige dans un moment de reconstruction, dans un moment de souffrance et de traumatisme régional, pour les représenter dans cette Chambre des notables qui pouvait se montrer accueillante
accueillante par rapport à quelqu'un qui n'avait pas une carrière politique, hein, contrairement à la majorité des députés, des parlementaires. Le cumul des mandats bat son plein dans cette période de l'entre-deux-guerres. Enfin, c'est le moment où véritablement le cumul des mandats se généralise. Donc il n'a pas cette carrière d'un cursus local qui débouche sur un mandat national, mais on peut comprendre qu'il ait donc été appelé par les populations du Jura. Je pense que la présence de Stéphane Pichon, qui est lui aussi élu radical en 1920, comme Victor Bérard, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères, qui a dû côtoyer Victor Bérard, qui était assez proche aussi de Clémenceau. D'ailleurs, ce réseau Pichon peut, me semble-t-il, aussi expliquer ce retour aux sources de Bérard dans le Jura, sachant que l'autre représentant du radicalisme jurassien, qui s'appelait Brocard, était un cultivateur, quelqu'un qui représentait l'enracinement dans le terroir, et que, à cet égard, il y avait une complémentarité qui pouvait se jouer avec Bérard. Bérard étant en quelque sorte la personnalité de prestige, ayant une dimension nationale, et ayant évidemment cette expérience des relations internationales, du milieu des relations internationales, qui pouvait être utile à son groupe. Donc, si vous voulez, cette rencontre entre l'aspiration qui peut être celle de Victor Bérard et les besoins de sa famille, de la famille de la gauche démocratique, le tout reposant sur des hypothèses, puisque je n'ai pas de sources qui attestent des motivations et de ce processus de désignation, en tout cas, me font dire qu'il y a dû avoir cette alchimie qui s'est produite, qui lui a permis d'être élu à sa première candidature, mais non pas au premier tour, car là encore, son inexpérience du terrain, je le suppose, a dû être préjudiciable. Il n'est pas élu au premier tour, il n'est élu qu'au deuxième tour, contrairement à Stéphane Pichon, et il est d'ailleurs élu, il faut le remarquer, au premier tour, il se présente avec l'étiquette radicale, et au second tour, avec l'étiquette républicaine, ce qui lui permet évidemment de séduire un certain nombre de grands électeurs, puisqu'il s'agit de collèges électoraux départementaux, qui vont le rejoindre, bon, ce qui était assez classique à cette époque, et les étiquettes politiques étaient très très interchangeables, et en tout cas fluctuantes entre les tours des élections. Il est réélu en 1924. Alors me direz-vous, pourquoi en 1924? Puisque le mandat d'un sénateur est de 9 ans, mais c'est parce que les élections de 1920 auraient dû avoir lieu beaucoup plus tôt donc en 1900, si on fait le compte 1915-1924, en 1915, 9 ans, et que on a repris le cycle normal des élections sénatoriales, du renouvellement sénatorial par un tiers, en 1924, où là il a été élu du premier coup. C'est-à-dire que là on voit l'implantation, la reconnaissance. Et pourquoi la reconnaissance? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de montrer après ce petit préambule. La reconnaissance parce que véritablement on peut dire que Victor Bérard n'a pas été un sénateur décoratif, comme ça a pu être le cas de quelques notables à l'époque, comme c'est quelquefois toujours le cas de parlementaires en fin de cursus. Bon. C'est un véritable sénateur actif, je dirais un professionnel du Sénat, un sénateur intégré, qui a joué un rôle tout à fait important pendant la période où il a été à la Chambre haute. Et dans un deuxième temps, je montrerai que au-delà même de ce professionnalisme, de ce métier de parlementaire, de cette profession parlementaire, pour faire référence à un ouvrage célèbre de l'époque, eh bien, il y a une expertise qui fait que dans un certain nombre de domaines, il est celui qui est reconnu dans les débats sénatoriaux. Alors, le premier thème que je voudrais développer, qui sera le plus bref que le second, c'est celui du sénateur représentatif, de celui qui incarne vraiment la fonction sénatoriale. D'abord, il faut rappeler qu'il est quand même nommé vice-président du Sénat et le reste de 1922 à 1924, et que le choix le fait de l'avoir désigné à cette vice-présidence n'a pas une signification politique extrême, mais est quand même le signe d'un honneur qu'on veut lui faire et d'une reconnaissance de son groupe, de cette majorité à laquelle il faisait partie. Donc ça, c'est un premier point. Il est vice-président du Sénat pendant 2
ans, c'est une fonction qui n'est pas négligeable. Le deuxième point, c'est qu'il est, je dirais, le porte-parole du Sénat. Il est à plusieurs reprises dans ses interventions, et notamment dans l'une de ces dernières, en juin 1931, quelques mois avant sa mort, il insiste bien sur le rôle qui doit être celui de la Chambre haute dans l'édifice institutionnel de la Troisième République. Il vitupère même contre le délai qui a été imposé, un délai de 8 mois entre une discussion à la Chambre des députés et une discussion au Sénat. Il dit les droits du Sénat sont quelque chose que nous ne voulons pas laisser périmer. Il est donc très attaché à cette institution sénatoriale et le poids, le prestige de sa carrière et le prestige qu'il s'est acquis à la Chambre haute donne de la valeur à son intervention. Évidemment, cela est confirmé par son expertise et les présidences de plusieurs commissions, et notamment de la Commission des Affaires étrangères et de celle de l'enseignement. Je vais y revenir dans son rôle d'expert. À ce titre, évidemment, et par nature, il est présent dans de très nombreux débats, il est très très actif et va intervenir. En fait, si on regarde bien ces 11 ans de mandature, il intervient quasiment dans tous les domaines. Dans les discussions budgétaires, il est extrêmement présent, c'est quand même l'essentiel, il est extrêmement présent et presque sur tous les sujets. Aucun sujet ne semble échapper à sa vigilance. C'est vrai que le Sénat s'y prête, c'est une chambre de délibération moins passionnée, moins passionnelle, et dans laquelle on peut intervenir à tour de rôle sans forcément créer polémique, et c'est le cas. Et alors ce qu'on voit aussi dans cette, je dirais, de cette appropriation du métier de sénateur par Victor Bérard, on voit à quel point il se fait le défenseur des intérêts de sa circonscription. Ça, c'est tout à fait classique. C'est un sénateur de terroir, comme il y a des députés de terroir, mais il n'est pas que ça, je vais le montrer tout à l'heure, mais il est aussi cela, et c'est ce qui l'enracine dans sa fonction sénatoriale. Le voici intervenant notamment pour défendre, alors dans un contexte de difficultés financières, économiques, de bascule de l'État très, très forte, en 1929, les charges qui sont imposées au département du Jura pour reconstruire les prisons. Il y a une longue tirade de Victor Bérard pour défendre finalement les financements publics dans le Jura. Il intervient aussi, j'aurais dû le dire avant, mais bon, c'est un inventaire un peu à la Prévert. En 1924, il intervient sur l'élection des députés. Là aussi, il se fait le défenseur du Jura parce qu'il dénonce une disproportion, le mauvais sort qui est fait au département du Jura, un département qui a porté un lourd sacrifice pendant la Première Guerre mondiale. Et là, sans doute ont-ils en mémoire le sacrifice de 1870 aussi, l'héritage de ce sacrifice de guerre. Il parle des diables bleus du Jura qui ont été sur tous les fronts, des soldats qui ont rapporté d'Orient le paludisme, là aussi on voit sa patte personnelle, les familiaux, les familles qui ont été envoyées dans les usines de guerre, c'est la mobilisation industrielle, etc., etc., et montre à quel point, eh bien, ce ne serait pas juste de faire payer ce décroît démographique du Jura en les amputant d'un député, ce qui était le projet, et il tient à ce que le département du Jura conserve ses 4 députés. Bon, alors vous me direz, là, on n'est pas dans la défense du Sénat proprement dit, mais on est dans la défense des intérêts du terroir jurassien. Il parle de la menace fiscale. Il dit, mais vous aurez besoin le gouvernement aura besoin d'intermédiaires pour mener sa politique fiscale, c'est-à-dire la hausse des impôts permanente à l'époque, chose bien connue. Vous aurez besoin d'un relais pour faire avaler la pilule aux populations. Il ne le dit pas comme ça, heureusement, il était bien mieux élevé et bien meilleur orateur, mais en tout cas, il explique à quel point la représentation jurassienne doit être respectée. Il parle aussi beaucoup des anciens combattants.
et des anciens combattants du Jura notamment, la nécessité d'un régime des pensions, les associations de mutilés, reviennent très souvent dans les interventions du sénateur Bérard. Je pourrais multiplier à l'envi les champs dans lesquels intervient ce sénateur, qui s'affirme donc comme à la fois une figure, un vice-président du Sénat, mais aussi quelqu'un qui sait défendre les intérêts de son terroir, qui sait défendre aussi la sensibilité politique de son parti. On le voit au moment des discussions sur le rétablissement des relations avec le Saint-Siège, où il s'affirme comme le défenseur de la laïcité, de cette famille de la gauche radicale. C'est assez bref, c'est pour ça que je n'ai pas trop développé, mais enfin, c'est une des occasions par lesquelles on le voit intervenir au nom, finalement, de la sensibilité de son groupe, de cette gauche radicale qu'il représente. Mais c'est surtout, évidemment, et ce sera le deuxième point que je vais plus développer dans cette brève présentation, c'est surtout dans les champs d'expertise qui sont les siens que Victor Bérard, évidemment, intervient beaucoup. Alors, le premier champ d'expertise, je dirais que c'est le champ culturel, c'est celui de l'homme de lettres, celui du savant humaniste, pourrait-on dire, que vous avez largement discuté et développé ce matin et qu'on va retrouver par la suite dans ce colloque. On le voit très soucieux, notamment, de développer les bourses d'études pour les étudiants étrangers en France et les étudiants français à l'étranger. Donc soucieux du rayonnement de la culture française, soucieux de débloquer des fonds pour la publication des revues françaises diffusées à l'étranger. Il prend l'exemple de la revue de philologie, c'est un débat de 1921. Il insiste beaucoup pour que soient soutenues les associations de professeurs pour enlever à l'Allemagne le monopole des textes antiques. Et là, on voit que sa germanophobie apparaît. Notamment, il demande des crédits pour la Société des Belles Lettres, et notamment pour photographier les manuscrits dans les bibliothèques étrangères. Et donc, on le voit très soucieux de ces questionnements. On le voit évidemment souhaitant en 1923 que soit célébré en grande pompe le centenaire de la naissance d'Ernest Renan. On le voit évoquer la panthéonisation de Michelet, Quinet, Edgar Quinet et Renan en mars 1923, même si ce sont des interventions là encore assez brèves. C'est là encore pour la raison pour laquelle je ne les développe pas. Mais à cette occasion, il y a une passe d'armes qui est intéressante avec l'un des députés nationalistes qui s'appelait Dominique Delahaye et qui, lui, s'opposait au transfert de ceux qu'il appelait les trois polichinelles au Panthéon. Et là, on voit bien les rivalités, enfin les conflits qui pouvaient exister au sein de ce Sénat, par ailleurs assez feutré, avec cette droite nationaliste. Il parle aussi, là, beaucoup plus longuement en 1927, il proteste contre ce qu'il appelle le dépeçage de tout le trésor historique de la France, c'est-à-dire la perte d'un certain nombre de fleurons du patrimoine historique français qu'on laisse démolir, et il demande le classement d'office par décret lorsque les inspecteurs des monuments historiques constatent que les monuments sont en danger. Donc on voit l'homme de culture soucieux de protéger le patrimoine français, et il parle même d'une mesure de salut public, preuve qu'il a un héritage révolutionnaire ancré en lui. Donc voilà, l'homme de culture, l'humaniste, le protecteur du patrimoine, celui qui veut en 1927 qui évoque le troisième centenaire de la Sorbonne, celui qui veut des promotions de la Légion d'honneur pour les administrateurs, les constructeurs et les artistes, voilà, est véritablement celui qui parle au nom de la culture. Et alors, corollaire de cet enjeu culturel, le deuxième enjeu, alors encore plus important et encore quantitativement encore plus important dans ses interventions, c'est celui des enjeux éducatifs. Il est président de la commission de l'enseignement de 1921 jusqu'en 1929. Il est donc reconnu comme la figure de référence sur ces enjeux. Et là, on voit à la fois le fruit, évidemment, de sa propre carrière et de sa formation, au fond, de cette méritocratie républicaine qu'il incarne, dont nous a parlé son descendant. Alors,
ce champ des enjeux pédagogiques, éducatifs, il est multiple pour Bérard. C'est un champ d'élitisme qui n'est pas écarté, évidemment, dans ses préoccupations. Il parle notamment, là encore, de promotion de la Légion d'honneur au moment des centenaires de l'Académie de médecine ou de l'École des Chartes. Bon, il parle en 1927 de la création d'un institut international de coopération intellectuelle. Donc là, on est plus au sommet. La pointe hellénistique émerge parfois, pas tellement en réalité, et au fond, on va le voir aussi dans le domaine des affaires étrangères, ce n'est pas au fond le fil hellène qui est le plus prenant et le plus prégnant dans ses interventions, mais en tout cas, dans la discussion du budget de l'exercice 1921, il dit qu'il ne faut pas décourager l'enseignement du grec, il faut maintenir l'enseignement du grec. Si on n'a que 3 élèves dans un lycée pour le grec, il faut considérer que c'est une élite dont la France a besoin. Donc là, il y a des choses sur lesquelles il ne transige pas et qui vous iront, je pense, droit au cœur. C'est aussi une préoccupation, je dirais, patriotique, dans le sens où, alors, pas ce que je viens de dire, mais ces enjeux éducatifs l'intéressent aussi pour ce qui concerne l'éducation physique et la préparation militaire. Il est très attaché, il y revient à plusieurs reprises dans toutes les discussions budgétaires, il revient sur ces questions. Et c'est aussi un enjeu de modernité. Et on parlait tout à l'heure du cinéma. Il intervient dans la discussion de novembre 1927 sur l'utilisation du cinéma dans l'enseignement, qui lui apparaît comme un vecteur essentiel. Là encore, je ne développe pas parce que l'argumentaire n'est pas particulièrement original, mais simplement la démarche en elle-même est tout à fait, me semble, intéressante. Il s'intéresse aussi à la place des langues méridionales dans l'enseignement lors d'un débat de février 1929. Il parle aussi beaucoup des diplômes. Il est intéressé par le certificat d'études primaires, par le baccalauréat, la réorganisation de la licence S-lettres. Ces questions-là, ces questionnements-là ne lui sont pas étrangers. Le pédagogue, l'éducateur est très présent. Et surtout dans la défense, je dirais, des personnels éducatifs. C'est très frappant, dans un contexte, là encore, très difficile, un contexte économique et financier très, très difficile pour la France. Il est très soucieux, lors des débats budgétaires, de préserver véritablement le statut des enseignants et leur situation professionnelle. Ça apparaît à plusieurs reprises, là encore. Les bourses, c'est important pour lui. La protection, là encore, oui, du statut des enseignants sont des aspects qu'il développe à plusieurs reprises. Là encore, de façon assez, comment dirais-je, cursive. C'est pas de très grandes envolées. Elles sont rares dans le discours de Victor Bérard. Paradoxalement, l'une de ses plus grandes envolées concerne le Collège de France. C'est l'un de ses derniers discours. Suivez mon regard. C'est pour protester contre le projet de création d'une chaire d'histoire des États-Unis au Collège de France. Et alors, est-ce qu'il faut y voir quelque chose sur lequel je vais revenir un peu plus loin, c'est-à-dire une certaine tension vis-à-vis des pays alliés, des anglo-saxons, qui est assez palpable dans ces discours. En tout cas, il se situe sur un plan financier, et il estime que créer une nouvelle chaire au Collège de France, ce serait presque indécent dans la situation financière de la France, et il y oppose la protection de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, et même des maîtres de conférences. Nous n'avons pas de quoi payer nos laboratoires, nos maîtres de conférences, donc voilà, la chaire d'histoire des États-Unis au Collège de France lui apparaît comme un petit peu superflu, mais bon, c'était Victor Bérard dans une période particulière, et il n'y a aucune analogie avec des enjeux actuels. Ce qui me fournit la transition sur le troisième champ d'expertise de Bérard, qui est celui des enjeux extérieurs et qui est finalement le champ sur lequel il est le plus intervenu.
C'est dans ce secteur-là qu'il est le plus intervenu, et paradoxalement, au fond, assez marginalement sur les questions du Moyen-Orient ou des pays balkaniques. Ça n'est pas forcément sur ces questions-là qu'il a été le plus présent, sachant qu'il a été membre de la commission des affaires étrangères pendant toute la durée de son mandat sénatorial, et qu'il en a même été le vice-président de 1926 à 1929, puis le président à partir de 1930. Donc c'est vraiment, sont des questions sur lesquelles il est très présent et qui tendent à me faire dire que c'est sans doute pour ça qu'on l'avait appelé, en tout cas que sa famille politique l'avait sollicité à l'origine de ses mandatures. Alors, c'est tout à fait divers, et vous allez voir qu'au fond, à travers ces interventions de Victor Bérard, c'est un petit peu de l'esprit des années 20 et des années 30 qui émerge, qui apparaît, qui transparaît dans ces interventions du sénateur Bérard. L'expertise régionale, elle est présente lorsqu'il parle des enjeux balkaniques ou du Moyen-Orient, notamment lorsqu'il s'oppose au projet de loi du gouvernement de réduire le contingent des troupes en Syrie. Il lui apparaît que, quasi protectorat français, que la présence des troupes françaises en Syrie doit être maintenue à un niveau important, et surtout que l'équilibre, le ratio entre les troupes françaises et les troupes musulmanes doit être largement au bénéfice de la France. Suit d'ailleurs un tout petit couplet plus qu'hésitant sur la fiabilité des troupes musulmanes, et qui nous ramène à des réflexes assez traditionnels à cette époque. Et il est d'ailleurs soutenu dans ce débat par le même Dominique de La Haye dont je vous ai parlé tout à l'heure, ultra-nationaliste, ce qui d'ailleurs met Victor Bérard dans un certain embarras. C'est-à-dire que la proximité d'un adversaire politique comme ça, c'était pas tout à fait ce qu'il avait souhaité. Au passage, on parlait tout à l'heure de ses positions vis-à-vis de la colonisation. On ne peut vraiment pas dire que ce soit un anticolonialiste. Il a des positions, il est réservé par rapport à certains choix, à certains arbitrages coloniaux, mais toutes les mentions que j'ai trouvées sont pour approuver des projets d'expansion ou d'extension coloniale, des emprunts concernant l'Afrique occidentale française, un emprunt tunisien, la construction d'un chemin de fer de Colombéchar à Kenazza. Il n'est pas membre, à ma connaissance, du groupe colonial du Sénat qui avait été créé par Jules Siegfried en 1892, mais sur le modèle du groupe colonial de la Chambre des députés. 1898, pardon. La Chambre des députés, c'est 1892 et c'est Eugène Etienne. Donc il n'en est pas membre, mais manifestement, il en partage plus ou moins les grandes idées. Et d'ailleurs, lorsqu'il est, là encore, un de ses derniers discours, en 1931, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères, est pour souhaiter, et même je dirais pour regretter qu'un article du budget ne soit pas consacré à fêter dignement le voyage du président de la République en Tunisie, pour le cinquantenaire du protectorat sur la Tunisie en 1881-1931. Eh bien, il y voit un des grands ouvrages de la race, de la patience, de l'ingéniosité française sur la rive africaine, et donc il aurait aimé qu'on célébrera avec plus de pompe ce cinquantenaire, ce qui marque bien une personnalité, en tout cas marquée par la culture coloniale, et qui ne s'en détache pas de façon spectaculaire, en tout cas dans le cadre du Sénat. Alors, il y a aussi une question qui, là, le rattache à ses origines et à son tropisme jurassien. C'est la question qui semble l'avoir beaucoup agité de l'accord franco-suisse de janvier 1928. Je vais la faire très courte parce que ce serait un petit peu compliqué, même s'il y a consacré non seulement un rapport de plus de 2000 pages, plusieurs interventions, et puis un ouvrage sur les
Genève dans les traités, qui est une sorte d'attaque contre les politiques qui ont été menées, et surtout le non-respect par les Suisses. Enfin bon, il y a des choses c'est un débat assez compliqué. Ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est qu'il se situe quand même en position d'arbitre par rapport à des sénateurs qui sont encore beaucoup plus hostiles aux Suisses que lui, et surtout qu'il va, je dirais, témoigner et concrétiser cette position d'arbitrage par une réunion qui a lieu le 25 novembre 1927 au Quai d'Orsay, et dans lequel il est l'interlocuteur de l'ambassadeur de France en Suisse et du représentant du ministre suisse à Paris, qui était Henri Dunant. C'est-à-dire que là, on voit bien cette position de pouvoir qui est la sienne, président là, il n'est même pas encore président d'ailleurs de la commission des affaires étrangères, membre important de cette commission, et sollicité comme un arbitre. Alors évidemment, du fait de ses attaches jurassiennes, mais aussi parce que, je le répète, il est considéré comme une personnalité de référence dans ce contexte des affaires étrangères. Alors, ces affaires étrangères, ce champ des affaires étrangères, conduit évidemment à s'interroger sur la nature de son nationalisme et de sa position par rapport au traité de 1919 et par rapport 1920 et par rapport aussi à l'Allemagne, bien sûr. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que dans les discussions qui suivent les traités de paix qui ont suivi la Première Guerre mondiale, ce sont des aspects pragmatiques qui l'intéressent. Et notamment, il discute le projet de loi de ratification du traité avec l'Autriche. Et ce qui l'intéresse dans ce projet de loi, c'est qu'il n'y a pas de volet financier. Et que dans ce traité, on ne fait pas référence à tout ce qui concerne l'épargne française placée sur le marché autrichien. Et lui parle surtout des chemins de fer lombards, et se demande ce qui sera le sort des petits épargnants français. Donc on a une position, en l'occurrence, qui ne semble pas idéologique, mais qui est très pragmatique, et de la même manière, il aurait aimé que dans le traité avec l'Autriche figurât un passage sur la restitution des objets d'antiquité ou d'art, matériel scientifique ou bibliographique, enlevés des territoires envahis. Donc là, on revient à son tropisme de savant et de défenseur du patrimoine. Mais pas de position idéologique bien marquée. Peut-être un peu plus lorsqu'il évoque le traité de paix avec la Bulgarie, où là, il y voit la simple rémunération de l'ingratitude bulgare à l'égard des puissances occidentales et qui avaient mis leur collaboration éducative, leur influence diplomatique et leurs ressources financières au profit de la Bulgarie. Mais là encore, c'est à la fois le connaisseur de ces enjeux qui parle, mais c'est une position relativement modérée et qui ne préjuge pas d'engagement ou d'idéologie préconçue. On le retrouve assez ferme aussi d'ailleurs vis-à-vis des alliés, dans tout ce contexte, vous le savez, d'endettement et d'échelonnement des réparations de guerre allemandes. On sent chez Victor Bérard plus que des réticences, en tout cas une position critique vis-à-vis de l'Angleterre et des États-Unis, ce qui pourrait expliquer la tirade dont j'ai parlé initialement sur le texte, les relations franco-américaines et le retard qui était pris pour solliciter le Sénat. Il est aussi très soucieux, et là encore on retrouve les grands enjeux véritablement de l'entre-deux-guerres. Il se préoccupe de ce qu'on a appelé, la diplomatie a appelé les alliances de revers, c'est-à-dire les alliances de la France avec des alliés potentiels contre l'Allemagne dans l'Europe nouvelle sortie des traités de 1919, c'est-à-dire la République tchécoslovaque. Il demande les félicitations du Sénat français pour le président tchèque Masaryk. Il demande aussi une légation de la République à Dublin. À Dublin. Là, c'est pas une alliance de revers, ça c'est autre chose, je confonds. Mais il y a d'autres
textes comme ça, d'autres interventions qui portent sur cette nécessité, mais qui s'inscrit finalement là encore quelque chose d'assez classique de la diplomatie française. Reste la question de la germanophobie de Victor Bérard. Alors il est vrai que cette germanophobie, elle est assez patente, là encore dans un de ses derniers discours qui peut apparaître comme une sorte de testament politique, qui a lieu en 1931 et dans lequel il va dénoncer le traité commercial qui est en voie de signature entre l'Allemagne, qui n'est à l'époque que l'Allemagne de Weimar, la République de Weimar, et l'Autriche, et la République autrichienne. Et ce qu'il appelle le coup de Vienne. L'expression est assez forte, hein, c'est pas un choc de simplification, mais c'est le coup de Vienne. Et là suit une sorte d'analyse de la diplomatie allemande qu'il assimile évidemment, alors carrément à l'Allemagne moyenâgeuse, hein, pour qui le droit du point, le Faustrecht, reste le dernier instrument de la politique. Il évoque la diplomatie allemande du XIXe siècle, la manière dont la Prusse a installé sa suprématie politique et sa tyrannie militaire sur ses voisins. Je pourrais encore d'autres endroits. Oui. Alors il évoque le coup de Tanger, le coup d'Agadir, hein, les années 1905-1911, pendant laquelle France et Allemagne étaient en compétition sur le Maroc. Et là, il dénonce cette stratégie de la diplomatie allemande, le coup dans lequel la sournoiserie de la préparation n'est égalée que par la brutalité de l'exécution, puis par la bonne foi douteuse et par les dénégations de la chicane. Bon, on retrouve des éléments qui ont été évoqués tout à l'heure dans cette perception de la culture allemande par Victor Bérard, mais là encore, rien de très exceptionnel par rapport à ce qu'étaient les idées reçues de son époque et de sa famille politique. Intéressant, en revanche, est sa position vis-à-vis de la Société des Nations. Et vous me disiez, monsieur, qu'il avait été pressenti pour exercer des responsabilités, notamment être responsable des Balkans à la Société des Nations. Et ce que dit Victor Bérard à la faveur de ce débat sur le traité entre l'Allemagne et l'Autriche est intéressant à cet égard, puisque, au fond, vis-à-vis de ce qu'il considère comme les prémices d'une sorte de nouvel expansionnisme allemand, il s'interroge sur la manière de riposter à cet expansionnisme. Évidemment, il condamne toute solution dans la guerre, et ce faisant, il est bien dans l'esprit pacifiste du personnel politique de l'entre-deux-guerres. Il évoque les pressions qu'il faut exercer notamment sur les Britanniques, ce qui nous renvoie là encore à des choses bien connues et à ce jeu qui s'est effectué notamment avant et après Munich, hélas pas à Munich, pour essayer de contrecarrer ce qu'étaient les dérives de la politique étrangère britannique. Il en parle dans ce discours. Et puis il parle de la Société des Nations. Et ce livre est une critique de cette Société des Nations qui n'a pas les moyens matériels d'imposer son avis juridique et d'en tirer les conséquences nécessaires. Il faut que ce pouvoir international ait des moyens de sanctions internationaux, demande Victor Bérard, et il développe plus longuement cette thématique. Et là, on voit très bien qu'on est dans un des enjeux des relations internationales majeurs de cette période, c'est-à-dire la prise de conscience par les pays occidentaux de la faiblesse de leurs moyens de riposte vis-à-vis des impérialismes en train de naître, et l'esprit de Genève, les failles de l'esprit de Genève telles que les analyse Victor Bérard. Nous ne sommes pas pour la politique du point tendu, nous ne voulons pas être obligés de faire à un certain moment la politique de la main fermée. C'est ainsi que Victor Bérard conclut son exposé, qui n'est pas belliciste, loin de là, mais qui exprime cette critique qui se faisait jour dans la vie politique française vis-à-vis de la Société des Nations. Alors, en conclusion, 3 mots, parce que je suis le dernier à intervenir, je ne sais pas toujours très... Les gens commencent à avoir faim. Bon. Il est mort en cours de mandat, au mois de novembre 1931, quelques mois après les discours dont je viens de vous parler. Le
le président de la République a prononcé son éloge funèbre. Pas très intéressant aux dimensions de la personnalité un peu falote qu'était celle du président Albert Lebrun. S'y est associé le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, reconnaissant le savant et le pédagogue qu'était Victor Bérard, et rendant hommage au grand sénateur qui fut en même temps un grand savant et un grand universitaire. Et là, on a un petit peu, si vous voulez, au fond, la quintessence, le résumé de l'image qui était projetée par Victor Bérard auprès de ses collègues. Et je dirais, avec le recul de l'histoire, que Victor Bérard n'a donc pas été un ténor de la vie parlementaire, loin de là, mais ça n'a pas non plus été ce que les Anglais appellent backbench, c'est-à-dire un de ces parlementaires un petit peu fallot, un petit peu de deuxième zone, qui interviennent très très peu ou qui sont plus ou moins étouffés lorsqu'ils interviennent. Ça a été un vrai sénateur, ça a été un vrai expert des questions éducatives et des relations internationales, quelqu'un qui finalement n'a pas déployé de capacité d'éloquence qu'on aurait pu attendre de l'intellectuel qu'il était, mais parce qu'il n'était pas un tribun, et qu'il n'était pas passé par les structures de formation du barreau, les conférences d'éloquence par lesquelles passait une grande partie du personnel parlementaire. C'était pas au fond un parlementaire expérimenté, mais c'était un parlementaire écouté, ayant des capacités d'arbitrage, occupant des positions de pouvoir, comme les présidences de commission, qui à l'époque était quelque chose de très important. Et puis c'est un parlementaire qui a fait preuve de sens politique, d'une grande lucidité, puisque sur tous les problèmes dont je vous ai parlé, je trouve que c'est avec pragmatisme et nonobstant ce vieux fond germanophobe et cette situation particulière qui était celle des Français, de la classe politique française dans l'entre-deux-guerres, je dirais, repérer les problèmes de son époque avec beaucoup de vigilance, et peut-être que son expérience de géographe lui avait été profitable sur ce terrain. Merci beaucoup.